Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis gynécologue obstétricienne et je suis médecin de la reproduction. Je travaille dans le centre d'AMP de l'hôpital de Créteil au Chic. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc, des fibromes. Donc, les fibromes, quelques petites données épidémiologiques. Il s'agit d'une tumeur bénigne monoclonale hormonodépendante. Cette information, elle est assez importante puisqu'elle va expliquer l'histoire naturelle du fibrome et puis également ses traitements. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente puisqu'on estime qu'elle va toucher 20 à 50% des patients caucasiennes et qu'on va monter jusqu'à 80% dans la population afro-antillaise. Par contre, elle va être asymptomatique dans 70% des cas. Donc ça, c'est également une information importante puisque on ne va pas traiter une image et donc il va falloir rechercher absolument des symptômes associés au diagnostic de fibrome. C'est quand même la première cause d'hystérectomie en France. Et au niveau des facteurs de risque, on va avoir vraiment une part prédominante de la génétique, comme on l'a vu au niveau des origines ethniques. On a un risque relatif de 2 quand il y a un antécédent familial de fibrome. On va également rencontrer cette pathologie plus fréquemment en cas de pauciparité, d'hyperoestrogénie relative, donc tout ce qui est syndrome des ovaires polykystiques et patiente obèse, également le syndrome métabolique. Et il a été démontré qu'on a plus de fibromes en cas d'hypovitaminose D, puisqu'il va y avoir une prolifération des cellules myométriales, une augmentation de la fibrose et également une diminution de l'apoptose. Et enfin, il y a quelques études qui retrouvent également un impact des facteurs environnementaux comme les perturbateurs endocriniens. Et donc, il aurait été retrouvé les produits de lissage au niveau des cheveux, l'application de talc sur la vulve chez les petites filles, qui pourraient avoir un impact sur l'apparition de fibromes. Donc, au niveau de ces symptômes des fibromes, ça, je pense que vous le savez tous, les principaux symptômes, ça va être tout ce qui est les saignements utérins anormaux, qu'on appelait ménométrorragie, qui vont être du coup associés très fréquemment à une anémie par carence martiale et donc à une asthénie. Donc ça, c'est le symptôme qu'il faut rechercher, qui sont souvent sous-estimés par les patientes. Donc il faut vraiment pousser l'interrogatoire et poser des questions précises au niveau des cycles et de l'abondance des règles, parce que les patientes, vraiment, d'emblée, elles ne vont pas le dire spontanément. Ensuite, on va également avoir tout ce qui est douleur pelvienne, dyspareunie, dysménorrhée. On va le voir qu'il y a un rôle dans l'infertilité et on va avoir tout ce qui est tous les symptômes liés aux compressions des organes de voisinage, donc comme les rétentions aiguës d'urine, la constipation chronique. Voilà. Donc au niveau du diagnostic, donc l'examen de première intention, c'est vraiment l'échographie pelvienne qui peut être associée à une hystérosonographie qui va être de l'instillation de sérum physiologique dans la cavité utérine pour préciser le diagnostic. Donc c'est vrai que nous, en tant que gynécologue, on fait normalement quasiment tous des échographies pelviennes. Donc c'est un examen qui est très accessible pour nous et qui est très informatif, qui nous permet de faire une cartographie très précise des fibromes, qui est très bien tolérée par les patientes. Et les seules limites, ça va être pour les patients pour lesquels on a une mauvaise échogénicité ou quand on a beaucoup de fibromes, avec plus de 5 fibromes. Et donc là, ça va être difficile de faire une cartographie précise. On peut également avoir l'hystéroscopie diagnostique. Donc là, l'intérêt, c'est pour apprécier un impact sous-muqueux de ces fibromes. Donc c'est un examen qui est réalisé en consultation classique, sans anesthésie, par le gynécologue également. Et donc là, on va vraiment juste avoir une vision de la cavité utérine et pas du tout du myomètre. Donc c'est intéressant quand on a un doute pour savoir si on a un myome intracavitaire. Par contre, on n'a aucune information sur le myomètre, la taille du fibrome, sa classification, on y reviendra, et son mur de sécurité si jamais on envisage d'opérer la patiente. C'est un examen qui est un petit peu moins bien toléré que l'hystérosonographie. Ouais, c'est bon. Donc du coup, dans la suite des examens complémentaires au niveau du diagnostic, on a l'IRM pelvienne. Donc là, ce n'est pas du tout un examen qu'on réalise de manière systématique.
c'est vrai qu'on va pouvoir vraiment avoir une cartographie précise des fibromes et puis en plus on peut revenir sur les images. Et donc du coup ça va vraiment être intéressant, comme je vous l'ai dit, quand on a une mauvaise écogénicité à l'échographie et en préopératoire, puisque là pour le coup en préopératoire on va prescrire de manière quasi systématique une IRM pelvienne. Donc pourquoi est-ce qu'on s'attache bien à tous ces examens complémentaires? C'est parce qu'il faut absolument faire une cartographie très précise des fibromes pour ensuite décider de quelle prise en charge, vers quelle prise en charge on va s'orienter. Donc là-dessus, on va se baser sur la classification FIGO qui a été publiée en 2011 maintenant, donc qui est plus toute récente, et qui va classifier les fibromes entre 0 et 7. Donc en fait, on dit un fibrome FIGO 0, par exemple. On va avoir du coup des fibromes sous-muqueux qui vont être les 0, 1, 2. Donc le 0 complètement intracavitaire, le 1 à plus de 50% intracavitaire, moins de 50% intramyométrial. Le 2, c'est l'inverse. Ensuite, on va avoir les fibromes interstitiels purs, le 3 qui est au contact de l'endomètre et le 4 interstitiel. Et ensuite, on va avoir les myomes sous-séreux. Donc le 5 à plus de 50% dans le myomètre, moins de 50% sous-séreux. Le 6, c'est l'inverse. Et le 7, c'est le sous-séreux pédiculé. Et donc du coup, en fonction de cette classification, déjà on va voir que la symptomatologie des patients ne va pas être la même, puisque dans les myomes sous-muqueux, on va plus avoir des symptômes type de saignement, dysménorrhée et infertilité, alors que dans les autres types de fibromes, on va plutôt avoir des douleurs et des symptômes de compression des organes de voisinage. Donc comment on va prendre en charge ces fibromes? On va s'adapter au cas par cas aux patientes et on va prendre en compte la symptomatologie, l'impact sur la qualité de vie. Donc maintenant, il y a des questionnaires qui existent pour évaluer les saignements, pour évaluer l'impact des fibromes sur la qualité de vie. L'âge de la patiente, son désir de grossesse, c'est une information très importante, la classification FIGO, comme je viens de vous le dire, et les antécédents chirurgicaux. Donc, on va commencer pour les patientes qui ont un désir de grossesse, en tout cas qui veulent préserver cette possibilité. Donc, la présence de fibromes va pouvoir impacter sur la fertilité des femmes par un mécanisme qui est plurifactoriel avec une démodification anatomique et mécanique de la cavité utérine et du fonctionnement tubaire. Ça va également modifier la contractilité de l'utérus, sa vascularisation, les hormones. On va avoir plus de sécrétion de facteurs pro-inflammatoires, de cytokines. Et donc, on a une méta-analyse de 2008. C'est là-dessus qu'on se base. On n'a pas énormément de données dans la littérature, mais qui nous dit qu'effectivement, quand on a des myomes qui sont sous-muqueux, donc les 0, 1, 2 et les myomes interstitiels, donc les 3 et les 4, on va avoir un impact sur la fertilité spontanée et en AMP, et on va avoir une augmentation du risque de fausse couche spontanée précoce. Et donc après, ils avaient comparé pour voir si on avait des modifications, enfin une amélioration du pronostic si on prenait en charge chirurgicalement ces patientes. Et donc, il a été retrouvé une amélioration pour les myomes sous-muqueux, donc les 0, 1, 2, puisqu'on revenait à une fertilité, un risque de fausse couche identique à une population générale. Par contre, on n'a pas retrouvé de différence pour les myomes interstitiels, mais après, comme je vous le disais, on n'a pas énormément de données dans la littérature. Pour ce qui est des myomes sous-séreux, pas d'impact sur la fertilité, donc du coup, pas d'impact sur la prise en charge chirurgicale. Ah mais non, par contre, du coup, ça ne masque pas mes diapos. Et j'en ai beaucoup de masqués. Ouais. Merci. Alors, non, si celle-là n'est pas masquée. Donc du coup, au niveau des possibilités qu'on va avoir au niveau de la prise en charge de ces patientes. Donc quand on va avoir un désir de grossesse, on va être très limité par rapport aux traitements médicamenteux qui sont généralement des traitements hormonaux et qui du coup ne sont pas compatibles avec un désir de grossesse. Et donc, on va s'orienter vers une prise en charge chirurgicale de ces patientes. Les traitements médicamenteux peuvent s'envisager plutôt dans un contexte préopératoire, on y reviendra. Et enfin, maintenant, il y a quand même des techniques alternatives à la chirurgie qui sont en train de se développer.
Donc, on va commencer par la prise en charge chirurgicale. Alors, je vais me dire, ouais, merci. Donc là, bon, je vais être assez succincte, mais en gros, pour les fibromes sous-muqueux, c'est une intervention qui n'est pas très invasive puisqu'on va réséquer les myomes par voie hystéroscopique. Donc là, généralement, il n'y a pas trop de débat. C'est des patients qui sont très souvent symptomatiques quand on creuse un peu. En fait, il y a des ménorrhagies, il y a une anémie. De toute manière, on sait qu'il va y avoir une amélioration de la fertilité et ce n'est pas une intervention lourde. Donc, on va proposer la résection par hystéroscopie quasiment systématiquement. Là où c'est plus débattu, ça va être pour les fibromes de type 3, donc interstitiels accolés à l'endomètre, où là, on va raisonner au cas par cas, parce que s'ils sont multiples ou s'ils font plus de 5 cm, ils pourraient quand même avoir un intérêt par rapport à la fertilité. Pour tout ce qui est les fibromes entre 4 et 7, comme je vous l'ai dit, là, il n'y a pas du tout d'indication à les prendre en charge chirurgicalement dans le contexte de fertilité. Par contre, s'il y a des symptômes autres, comme les douleurs, les saignements ou des compressions des organes de voisinage, il y aura une indication chirurgicale. Et pour les fibromes de type 2, 5, donc ça, c'est des fibromes à composantes mixtes, avec une part sous-muqueuse et une part sous-séreuse, à ce moment-là, il y a une indication à les prendre en charge pour améliorer la fertilité. Sauf que là, au niveau de la chirurgie, c'est pas du tout pareil. C'est forcément une chirurgie haute, par célioscopie, c'est robot assisté ou laparotomie. Et donc, ce sont des interventions qui sont beaucoup plus lourdes pour les patientes. Merci. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas du tout dans le même contexte de la petite hystéroscopie. Là, on va vraiment ouvrir l'utérus en deux pour pouvoir énucléer le ou les fibromes ou faire une laparotomie. Donc, on comprend bien que ce n'est pas du tout les mêmes risques en termes de saignement, transfusion, convalescence pour la patiente. Et notamment au niveau des conséquences obstétricales, c'est des interventions qu'on va toujours peser. On va faire la balance bénéfice-risque et en discuter avec la patiente, puisque dans le cas d'une hystéroscopie, il n'y a pas de conséquences au niveau du pronostic obstétrical. L'utérus n'est pas cicatriciel. Éventuellement, on peut avoir un risque de synéchie, donc il faudra contrôler la cavité utérine en post-opératoire. Par contre, pour tout ce qui est myomectomie par voie haute, à ce moment-là, il va avoir une cicatrice utérine. Donc du coup, il va y avoir généralement un délai qui va être posé par le chirurgien en post-opératoire avant d'envisager une grossesse. Il n'y a pas d'information dans la littérature sur ce délai, donc c'est opérateur dépendant en fonction du chirurgien. Il y a un risque d'adhérence avec du coup un impact au niveau de la perméabilité tubaire en post-opératoire, un risque de synéchie utérine, un risque de complications obstétricales avec plus de rupture utérine, en tout cas comme un utérus cicatriciel post-césarienne, et plus de risque de placenta accreta. Donc tout ça, il va falloir qu'on discute en fonction de l'âge de la patiente, parce que c'est du temps qu'on peut perdre par rapport à sa fertilité naturelle chez une patiente qui peut avoir plus de 35 ans. Et puis après, il faut également discuter si c'est possible d'accoucher par voie basse en cas de grossesse. Donc voilà pour la chirurgie. Au niveau de la prise en charge médicamenteuse, le seul moment où la question va se poser en cas de grossesse, c'est en préopératoire, chez une patiente qui va avoir des ménorrhagies et une anémie, afin d'arrêter les saignements, de remonter le taux d'hémoglobine et de se mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir opérer la patiente. Donc du coup, on a deux types de médicaments. Classiquement, les agonistes de la GnRH et maintenant, nouvellement, les antagonistes de la GnRH. Donc là, c'est des médicaments qu'on va vraiment utiliser pendant quelques mois avant la chirurgie, juste le temps de remonter le taux d'hémoglobine et qui vont permettre en fait de diminuer, de mettre la patiente en améliorée, de diminuer le volume des fibromes, de diminuer même le volume utérin et donc de se mettre dans de meilleures conditions pour la chirurgie. Donc là, juste pour vous montrer un petit peu la différence, en fait, l'antagoniste de la GnRH, enfin l'agoniste le plus ancien, il va se fixer sur le récepteur de la GnRH et il va initialement en fait induire l'activité de ce récepteur. Donc au début, il va avoir un effet flare-up en augmentant la FSH et la LH. Puis après, il va avoir une phase de désensibilisation avec une internalisation du récepteur. Et donc, on va avoir une diminution de l'estradiol et de la progestérone. Comme on l'a vu, les fibromes, c'est une pathologie hormonodépendante. Et donc, du coup, on va une diminution du volume des fibromes. Et donc, les agonistes, ils ont d'abord un effet flare-up, puis après un effet positif sur les fibromes qui va être assez prolongé dans le temps.
Donc ça, c'est les médicaments, tout ce qui s'appelle Emantone, Zelid, généralement vous connaissez un peu. Et c'est des injections mensuelles ou des injections trimestrielles. Maintenant, on a des nouveaux médicaments par voie orale, qui sont les antagonistes de la GnRH, où là, ils vont se fixer sur le récepteur de manière compétitive et donc empêcher la GnRH de se fixer sur son récepteur. Et donc, ça va avoir un effet immédiat sans effet flare-up. Et pareil, dès l'arrêt, on va avoir un retour à l'état normal. Et donc, on va avoir également un effet dose, puisqu'on va avoir une inhibition partielle ou totale du récepteur. Donc c'est assez intéressant maintenant les antagonistes parce qu'on ne va pas avoir tout ce qui est les effets très délétères de la ménopause artificielle induite avec l'ostéoporose qui fait que les agonistes de la GnRH, on ne peut pas les prescrire plus de 6 mois chez une femme. Là, on peut les prescrire au long cours, donc c'est intéressant, mais pour l'instant, le seul qui est sur le marché, c'est le Rieco qui est maintenant disponible mais qui a l'AMM pour l'endométriose, mais pas pour les fibromes. Et donc les alternatives à la chirurgie, maintenant qui sont les nouvelles techniques, c'est juste un mot pour vous dire que maintenant se développe la radiofréquence et l'IFLU. Donc la radiofréquence, en fait, via une aiguille qu'on va mettre dans le fibrome, soit par voie hystéroscopique, soit par voie échographique transvaginale ou par célioscopie, elle va générer en fait des ondes électromagnétiques à haute fréquence qui vont, par chaleur, détruire le fibrome. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est maintenant une technique qui est proposée par de plus en plus de centres en France. Et donc, c'est une bonne alternative à la chirurgie. Ça a un effet surtout sur le volume des fibromes, enfin, surtout sur les saignements et sur le volume, on diminue d'environ 50% le volume des fibromes. Et l'IFLU, c'est un peu un cousin où là, sous échographie ou sous IRM, c'est ce coup-ci un faisceau ultrasonore qui va produire de la chaleur et une destruction du fibrome, sauf que pour le coup, c'est très très cher comme technique et on n'a pas de centre en France qui le propose. On a de l'IFLU pour des nodules d'endométriose à Bordeaux, à Lyon, mais pas pour le fibrome. Donc voilà pour la prise en charge de la femme avec un désir de grossesse. Et donc quand on n'a pas de désir de grossesse, comment on va gérer la situation? Donc déjà, comme je vous l'ai dit, cette pathologie, elle est très souvent asymptomatique. Donc si on trouve un fibrome, que la dame ne veut pas être enceinte et qu'elle va bien, on ne fait rien. Et on s'arrête là. Après, bien sûr, avoir vérifié qu'il n'y a pas de saignement, éventuellement d'anémie, mais on s'arrête ici, il n'y a pas besoin de prendre en charge ce fibrome. Par contre, s'il y a des symptômes, là, le traitement, il va vraiment être dirigé sur les symptômes. Donc, le symptôme le plus fréquent, comme je vous l'ai dit, c'est les saignements et l'anémie. Et donc là, au niveau de la prise en charge thérapeutique, merci beaucoup, en première attention, ça va être le traitement médicamenteux. Donc, le but, ça va être d'induire une aménorrhée. On va pouvoir utiliser des traitements hormonaux chez ces patientes et c'est seulement dans un second temps, en cas d'échec du traitement médicamenteux, qu'à ce moment-là, on se posera la question d'une prise en charge chirurgicale, sachant qu'on ira du coup beaucoup plus facilement au traitement radical qui est l'hystérectomie. Enfin, on a toujours les alternatives que je vous ai proposées antérieurement, sauf que se surajoute la possibilité d'une embolisation. Donc, au niveau de la prise en charge médicamenteuse à la phase aiguë, au moment des règles, on peut prescrire des antifibrinolytiques, donc Lexacil, mais là, c'est vraiment un traitement transitoire. On prescrit nous rarement ça, de Lexacil, à chaque épisode de règles. Généralement, c'est le temps de trouver le traitement de fond adéquat. Donc ensuite, en gros, ce qu'il faut, c'est provoquer une aménorrhée chez ces patientes, comme ça, on n'a plus de problème de saignement ni d'anémie. Et pour pouvoir induire cette aménorrhée,
On va avoir les progestatifs. Alors attention, les progestatifs, ils n'agissent pas du tout directement sur les fibromes. Ils vont induire une atrophie endométriale parce qu'on a très souvent une hypertrophie endométriale qui est associée aux fibromes. Et donc, ils vont engendrer une aménorrhée. On va corriger le symptôme, mais en aucun cas, on ne corrige le fibrome. Ce n'est pas du tout un traitement étiologique. La difficulté qu'on a avec les progestatifs maintenant, c'est toute la problématique par rapport au risque de méningiome qui fait que ça devient un peu compliqué pour le prescrire. Généralement, les patients, dès qu'on commence à leur en parler, maintenant, c'est un non, surtout dans le contexte actuel anti-hormones. On a quand même l'alternative du DU au lévonorgestrel, donc le Mirena pour ne pas citer, qui est bien efficace dans ce type de situation. La seule difficulté, c'est si on a des myomes sous-muqueux ou si on a une grande hystérométrie de plus de 10 cm, on a quand même un risque d'expulsion du DU, donc il faut être bien vigilant et faire un contrôle après la pause pour vérifier qu'il est bien en place. Et donc, enfin, la dernière possibilité qu'on a en plus de tout ce que je vous ai évoqué précédemment, qui va être l'embolisation. Donc, l'embolisation, ça va être un traitement de radiologie interventionnelle. On va mettre des microbilles au niveau des artères utérines pour dévasculariser les fibromes et induire leur nécrose. C'est vraiment une alternative. Généralement, la patiente qui ne souhaite pas faire d'hystérectomie, c'est un traitement quand même qui peut être douloureux en post-opératoire et qui est contre-indiqué en cas de fibrome pédiculé. Donc au total, les fibromes, c'est une pathologie fréquente. Généralement, c'est asymptomatique. Il faut quand même bien chercher les saignements utérins anormaux et l'anémie. Au niveau du diagnostic, en première intention, c'est l'échographie qui peut être associée à une hystérosonographie. Vous avez compris que c'était très important de faire une description précise des fibromes, parce que juste me dire l'utérus polymyomateux, du coup, moi, je n'ai pas assez d'informations pour savoir ce qu'on va faire. Il faut savoir faire une abstention thérapeutique chez une patiente qui est asymptomatique et qui n'a pas de projet de grossesse. En cas d'infertilité, on va plutôt s'orienter vers une prise en charge chirurgicale si on a une atteinte intracavitaire. L'avenir, très probablement, les antagonistes de la GnRH, la radiofréquence et possiblement l'AFU. Et si pas de désir grossesse, le traitement de première intention, ça va être le traitement médicamenteux. Et donc, c'est une prise en charge qui est quand même individualisée en fonction de la patiente. Voilà. Merci. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des statistiques sur la population arabienne? Sur la population. Alors, dans la littérature, là, comme ça, non, j'ai pas de notion et je réfléchis, moi, dans mon expérience, non. Pas vraiment de fibrome chez les Asiatiques, non. D'autres questions? Non, alors ça c'est un vaste débat, un petit conflit entre les gynécologues et les radiologues. En gros, il a été décrit des cas de synéchie intra-utérine suite au passage des coils dans la cavité utérine avec après des endomètres qui sont complètement non propices à l'anidation d'un embryon. Et donc du coup, pour nous, vraiment chez la femme en âge de procréer, il ne faut pas faire d'embolisation, surtout qu'après on va aussi avoir des atrophies endométriales. Mais après, il y a des radiologues qui continuent de vendre la radioembolisation en disant que tout à fait possible chez la femme en âge de procréer. Voilà, il y a un petit débat. Voilà. C'est par rapport à la cavité utérine, ça peut être délétère.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. D'accord. Les présentations sont